Merci de renouveler votre confiance à Cap News 24, votre chaîne d'information en continu. À la une de l'actualité ce 19 septembre 2016, la rédaction des rapports d'enquête sur les droits de l'homme au cœur des échanges à Douala. C'est à la faveur d'un atelier sous-régional de formation des formateurs sur la préparation des rapports aux organes de traité des droits de l'homme. Et puis, sport football CAN féminine 2016, les 8 équipes qui prendront part à la compétition sont désormais fixées sur leurs adversaires du premier tour. La sélection nationale de football féminin du Cameroun affrontera l'Égypte au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé le 19 novembre prochain en match d'ouverture. C'est ce qui ressort du tirage au sort organisé hier au Palais Polyvalent des Sports dans la capitale camerounaise. Voilà pour la vitrine. Bienvenue, mesdames et messieurs. La rédaction des rapports d'enquête sur les droits de l'homme au cœur des échanges à Douala ce lundi 19 septembre, c'était à la faveur d'un atelier sous-régional de formation des formateurs sur la préparation des rapports aux organes de traité des droits de l'homme. Justice Totoum, Josué Ngonga. Ils sont plusieurs experts venus des pays de la sous-région Afrique centrale. Rassemblés par le Centre des droits de l'homme de cette zone, les experts vont durant 4 jours former des formateurs dans la rédaction des rapports relatifs aux droits de l'homme. Vous savez, on parle beaucoup des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, mais sans pour autant qu'on en perce véritablement le mystère. Et il a plu au centre des droits de l'homme en Afrique centrale d'organiser un séminaire à cet effet pour former des formateurs qui vont se charger dans chaque sous-région d'assurer ainsi la formation des personnels à cette mission, et particulièrement la rédaction des rapports. En effet, la rédaction des rapports sur les droits de l'homme est une donnée fondamentale dans l'évaluation du respect des droits irrelatifs. Des rapports rendus en marge de cette réalité pourraient être auteurs de la mauvaise identification des vecteurs de troubles sociaux. Il faut dire que le respect des droits de l'homme a été toujours une pilule amère pour plusieurs États, d'où l'importance de mettre sur pied des organismes indépendants pouvant influencer les dérives étatiques. Nous parlons beaucoup des droits de l'homme, mais il faut reconnaître que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'elle a toujours rencontré une attitude assez réfractaire des États. C'est aujourd'hui que des ouvertures se font. Et il va sans dire que si c'est quelque chose de nouveau, l'on doit pouvoir apprendre comment pouvoir présenter un rapport. Ça ne se fait pas ex nihilo, ce n'est pas n'importe quel rapport. Donc c'est effectivement nécessaire. En signant des traités internationaux protégeant les droits de l'homme, chaque État s'engage individuellement à prendre des mesures afin de garantir à chacun de ses citoyens la mise en œuvre des droits protégés par ces traités. L'Organisation des Nations Unies dispose d'un système complexe de promotion et de protection des droits de l'homme à vocation universelle par lequel les gouvernements sont régulièrement examinés concernant la mise en œuvre de ces droits. Mais faut-il encore pour les acteurs de ce processus de maîtriser les rouages de la rédaction des rapports? CAN féminine 2016, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le Dr Fris Tonnet, a procédé hier dimanche au lancement des taxis Verify et des nouveaux bus devant assurer le transport pendant la compétition. C'était au cours d'une cérémonie à la place de la BCK en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné, Iva Radibois. Justice Totoum, Josué Ngonga. C'est environ 250 taxis de ville qui ont pris part ce dimanche au boulevard de la BCK au lancement officiel du dispositif de transport homologué par la communauté urbaine de Douala. Produit d'un partenariat public-privé, il s'agit du concept Taxi Verify, un projet innovateur dont l'objectif est d'assurer non seulement la sécurité des passagers à bord des taxis, mais aussi d'assurer l'identification et la traçabilité des conducteurs. Nous avons voulu présenter aujourd'hui un système sécurisé de transport urbain. D'abord les taxis qui seront reliés à une base
qu'on peut appeler à tout moment. Le concept Taxi Verify est accessible à partir d'une application installée sur smartphone et des numéros courts. L'initiative concerne également des conducteurs de moto-taxi que le gouverneur a interpellés au même titre que leurs collègues taximens à plus de responsabilité et de propreté. Ceux qui ont des véhicules qui ne sont pas en règle, qui s'apprêtent à être tracassés. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être propre. Les taximans ont commencé aujourd'hui. Il est question que les véhicules soient propres, bien tenus. Le dispositif de navette entre Douala et Limbé sera donc constitué durant la CAN de football féminin des puces de la Socature, des taxis Verify et en partie des motos, surtout conformes. Quant aux autres aspects des préparatifs, le délégué rassure. Après donc cette grande parade qui montre ce que sera le volet transport, nous allons maintenant mettre en place les fan parks. Vous pouvez aussi, puisque c'est une sorte de foire, acheter plusieurs choses dans ces fan parks. Bien entendu, nous allons nettoyer très bien la ville, améliorer l'éclairage public, améliorer la circulation sur toutes les artères, en bouchant tous les nids de poules. La phase de réalisation des programmes d'animation de la CAN féminine 2016 à Douala est donc désormais lancée. Toutes les informations complémentaires peuvent être recueillies sur le site web de la ville, www.douala.cm. Développement socio-urbain, le MINDUC, ministère de l'Habitat et du Développement, renforce les capacités des responsables d'associations, des organisations non gouvernementales et des services d'hygiène et d'assainissement des 5 communes dans la ville de Yaoundé en vue de la surveillance et l'entretien des ouvrages communautaires de proximité. Un atelier de formation de 4 jours vient d'être organisé à l'attention de ces acteurs dans la capitale politique. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Ghislain Courant. Du 13 au 17 septembre 2016, il a été organisé au centre d'insertion des jeunes de Komkana Yaoundé, sous l'initiative du MINDU, un atelier de renforcement des capacités des responsables des associations, des ONG et des services d'hygiène et d'assainissement des communes de Yaoundé 1, 2, 5, 6 et 7. Le MINDU ayant spécifiquement travaillé à Yaoundé 3 et à Yaoundé 4 dans le cadre du projet de développement des secteurs urbains et d'approvisionnement en eau, il fallait aller vers celles qui n'ont pas profité d'une mobilisation sociale particulière de ce département ministériel. De l'avis de Fulbert Tanqueux, chef de la division du développement social urbain au MINDU et représentant du ministre Jean-Claude Bonjou, cette formation visait à sensibiliser les participants sur les enjeux de la gestion et de l'entretien des ouvrages à l'échelle des quartiers qui sont conçus pour le mieux-être et le vivre ensemble et les engager à faire des populations locales des acteurs urbains. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du gouvernement, on est convaincu qu'il n'y a pas de politique urbaine réussie si elle n'est pas aussi résolument tournée vers les quartiers. Donc faire des quartiers des lieux de mieux vivre, des lieux de vivre ensemble, des lieux d'harmonie sociale. Et pour ce faire, il faut commencer par renforcer les capacités opérationnelles des associations et des ONG qui opèrent dans les quartiers pour les transformer positivement. Ainsi, les participants ont, durant les 100 jours de formation, eu droit à plusieurs communications suivies des échanges pour favoriser leur meilleure connaissance et compréhension sur les techniques de surveillance et d'entretien des ouvrages de proximité. Les meilleures associations performantes à raison de 4 par commune. Les meilleures ONG présentes sur le terrain à raison de 2 par commune. Et les chefs de services d'hygiène et d'assainissement. Voilà la cible pour ce séminaire. Pour expérimenter les leçons théoriques, des descentes guidées auront été effectuées sur le terrain. Il était notamment question de montrer l'importance de l'approche IMO dans l'approche communautaire. L'approche IMO étant une technique à haute intensité de main-d'œuvre qui impose l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Cap sur l'extrême nord et Landecoeur, le chef de l'État camerounais au chevet des orphelins et veuves des militaires qui ont défendu la nation jusqu'au sacrifice suprême. Le président de la République vient d'offrir un don constitué de fournitures scolaires et de numéraires à 25 familles de militaires tombés au front face à la nébuleuse Boko Haram. La cérémonie de remise aux bénéficiaires organisée à l'esplanade de la 4e région militaire interarmée, présidée par le général de brigade Jacob Koti. Célestin Tabouli, Lisa Yumsi.
Le chef de l'État camerounais vient d'offrir gracieusement des dons constitués de fournitures scolaires et de numéraires aux orphelins et veuves des militaires morts sur le champ de bataille contre la nébuleuse Boko Haram. Un élan de cœur qui apporte une véritable bouffée d'oxygène à ces familles en ce début d'année scolaire. La hiérarchie militaire a continué à soutenir les orphelins et les veuves de nos militaires tombés sur le champ de bataille. Donc après les obsèques, après la cérémonie qui s'est déroulée à Yaoundé, c'est son prolongement qui s'est déroulé aujourd'hui à Maroua avec le don de fournitures scolaires aux enfants orphelins. Bénéficiaires, 25 familles au total ont manifesté leur reconnaissance au chef de l'État pour cette manne présidentielle. Ils ont également émis le vœu que ce geste de solidarité à leur endroit se pérennise. Ce geste, c'est un geste vraiment honorable. Je suis très contente de ce que le chef de l'État fait pour nos enfants orphelins. Parce que nous ne savions pas comment nous devions faire cette année. Mais s'il a pensé à nous, à toutes les veuves, nous le remercions et nous souhaitons une longue vie au chef de l'État pour que l'année prochaine, il puisse encore nous aider comme ça. À travers ce geste de magnanimité du chef de l'État, le général Jacob Kody a réaffirmé l'attachement de la hiérarchie militaire aux familles éprouvées. Pour lui, cet élan de solidarité témoigne de l'engagement du chef de l'État à veiller sur les familles des défunts et surtout de pérenniser l'éducation des enfants. Il a rassuré que l'État va continuer à soutenir ces veuves et orphelins des soldats tombés sur le front. Le commandant du 4e secteur militaire, le colonel Odjon Harrison Odjon, a quant à lui demandé aux orphelins que ce don, bien que symbolique, leur serve de tremplin pour se surpasser dans leur parcours scolaire. À l'étranger, la France a rendu hommage ce lundi 19 septembre aux victimes du terrorisme. L'Hôtel des Invalides à Paris a accueilli la cérémonie nationale organisée ce matin, présidée par François Hollande, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de l'opposition. Reportage. La France a rendu hommage ce lundi aux victimes du terrorisme, une journée solennelle créée en 1988 par l'Association française des victimes du terrorisme. Une journée forcément particulière après la série d'attentats qui a ensanglanté la France ces derniers mois. François Hollande a promis toute la transparence dans les enquêtes et a annoncé un renforcement des moyens dans la lutte contre le terrorisme. Nous devons pérenniser l'action qui a été engagée. Je parle bien sûr de tous les moyens pour prévenir les attentats, pour les dissuader, pour les empêcher. Et c'est un travail constant qui appellera des moyens encore supplémentaires, au-delà même de ce que j'avais décidé pour les renforcer. Aux victimes et à leurs familles, le président français a surtout promis un renforcement du fonds de garantie. Le statut de victime d'attentat devrait également être élargi. Les ressources du fonds seront revues en conséquence et l'État s'en portera garant dans la durée. En novembre dernier, les attentats de Paris et de Saint-Denis ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés en plein cœur de Paris, des attentats attribués au groupe État islamique. La tuerie de Nice le 14 juillet dernier sur la promenade des Anglais a fait 86 morts et 434 blessés. Et puis, naufrage en Thaïlande, le bilan s'alourdit à 18 morts et plusieurs disparus. Une douzaine de Thaïlandais étaient toujours recherchés ce lundi au lendemain du naufrage d'un bateau transportant des pèlerins musulmans sur le fleuve Chao Phraya. Dimanche après-midi, dans la ville touristique d'Ayutthaya, à 1 heure du nord de Bangkok, ce navire, avec plus d'une centaine de personnes à bord, a coulé après avoir heurté la berge. D'après les autorités, les victimes sont tous des Thaïlandais. De sources policières, le conducteur du bateau sera poursuivi pour conduite négligente et pour non-respect des règles de navigation. Le bateau qui était prévu pour 50 personnes et avait plus de 100 personnes à bord. Dans ce pays en pleine saison des pluies, le fleuve est agité par des courants forts et des milliers d'embarcations circulent chaque jour. En Thaïlande, pays d'Asie du Sud-Est, très visité par les touristes, les règles de sécurité sont souvent mal appliquées. Bateau blindé, peu de gilets de sauvetage, pilote à la conduite hasardeuse.
Sport football, CAN féminine 2016, à 2 mois jour pour jour du coup d'envoi de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les 8 sélections en compétition sont fixées sur leurs adversaires. La cérémonie de tirage au sort, couplée à la présentation de la mascotte et l'hymne officiel de la CAN, s'est déroulée dimanche au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Étaient présentes les autorités de la CAF, celles de la FECAFOOT et les membres du gouvernement camerounais avec comme représentant du chef de l'État, Philemon Yang, Premier ministre logé dans la poule A. La sélection nationale de football féminin du Cameroun croisera en ouverture l'Égypte au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé le 19 novembre prochain. Présentation des poules avec vous, Michel Atiba. Dans la poule A, les Lions indomptables du Cameroun vont affronter tour à tour l'Égypte, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Selon plusieurs observateurs, c'est le groupe le plus relevé. Si la première participation égyptienne en phase finale en 1998 s'est soldée par un fiasco, éliminée au premier tour, la formation a travaillé entre-temps. Selon le classement FIFA de juin 2016, l'équipe féminine d'Égypte qui a joué son premier match officiel en 1998 contre l'Ouganda est classée 9e au niveau africain et 79e à l'échelle mondiale. Très bonne physiquement et tactiquement, elle s'est qualifiée pour la CAN féminine prévue au Cameroun en 2016 au détriment de la sélection ivoirienne, laquelle était 3e en 2012 en Namibie. L'Égypte regorge de footballeuses de talent qui évoluent dans les clubs de bonne facture, un groupe homogène caractérisé par un mélange d'anciennes et de jeunes joueuses. L'autre morceau dur à croquer est celui de l'Afrique du Sud. Plusieurs fois finalistes malheureuses en phase finale, les Banyana reviennent fraîchement des JO au Brésil. Bien connus des Lions indomptables du Cameroun, cette formation a la particularité d'avoir un staff technique rompu et stable. Enfin, le Zimbabwe. Enongachu, le sélectionneur des Lions indomptables, le connaît bien. D'ailleurs, si l'équipe du Cameroun ne s'est pas qualifiée pour les JO 2016, c'est à cause du Zimbabwe. Réputée teigneuse et joueuse, cette formation compte aussi sur la jeunesse de ses filles pour assurer sa qualification en demi-finale, mais surtout à la première place afin d'éviter peut-être le Nigeria. Les Lions indomptables du Cameroun doivent se débarrasser de ses adversaires. Il va donc falloir commencer par le match d'ouverture du 19 novembre à Yaoundé contre l'Égypte. Le deuxième groupe basé à Limbe est composé des super favorites, les Super Falcons du Nigeria, 9 fois champions d'Afrique. Dans cette poule, seul le Kenya fait office de novice. Le Ghana et le Mali sont des habitués, même si la formation malienne a été repêchée cette année en lieu et place de la Guinée équatoriale, suspendue. C'était le journal de la rédaction réalisé par Gustave Canada. De votre fidélité, merci.